Aider à la sensibilisation des téléspectateurs sur leurs droits et devoirs, participer à la promotion et à la vulgarisation du droit dans la société, attirer l'attention des pouvoirs publics quant aux violations des droits de l'homme, telle est notre mission, notre ambition à travers cette émission intitulée Cas pratique. Salut à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans ce magazine juridique intitulé Cas pratique. Chaque 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous sur cette même chaîne, au jour et heure qui s'affiche au bas de l'écran, pour analyser, pour décortiquer avec un spécialiste du droit, un cas pratique de droit. Chaque spécialiste du droit que nous allons recevoir dans cette émission nous enseignera sur nos droits et devoirs, mais surtout nous renseignera sur la conduite à tenir quant aux violations des droits de l'homme. Et pour ce premier numéro de cas pratique, nous allons à la rencontre de Maître Djanoué Baïfen Dalou. Elle est avocate au barreau d'Abidjan, spécialiste du droit du travail, et c'est d'ailleurs en cette qualité de spécialiste du droit du travail qu'elle intervient dans ce premier numéro de cas pratique. Suivons ensemble l'entretien. Maître, je vous explique très rapidement ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent le principe de cette émission. Ce magazine juridique Cas pratique est composé de 3 rubriques, à savoir mon cas pratique, ma question pratique et ma visite pratique. Dans la première rubrique, mon cas pratique, nous exposons un problème qui nous a été soumis par un téléspectateur via notre site internet et notre adresse email qui s'affiche à l'écran, www.capratique.aviso.ci et info@capratique.aviso.ci. Puis, avec l'aide de certains acteurs, nous le mettons en scène à travers une petite fiction de 6 minutes pour que les téléspectateurs soient au cœur du problème. Enfin, nous invitons un spécialiste du droit du domaine auquel nous sommes confrontés afin qu'il nous instruise sur cette affaire. La deuxième, ma question pratique, est un micro-trottoir. Nous tendons notre micro aux passants pour leur poser une question afin d'évaluer leur niveau de connaissance sur certains thèmes juridiques et à la fin du micro-trottoir, la réponse est donnée par un expert. Ma visite pratique, la dernière rubrique de cette émission, est une immersion au cœur d'une institution juridique pour y découvrir ses spécificités, ses missions. Je l'ai dit d'entrée de jeu que vous êtes spécialiste du droit du travail, et avant d'aller à la première rubrique de cette émission, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce que le droit du travail? Le droit du travail est l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employés et les personnes. Il tire sa source principale dans la législation nationale et dans la source conventionnelle. Cependant, il existe 3 sources qui sont les sources internationales, les sources nationales et les sources privées. Alors le droit du travail, dit-on, a un caractère protecteur et progressiste. Protecteur parce qu'il protège les salariés des abus de l'employeur, progressiste parce qu'il suit le rythme de la vie du travailleur. Tous les travailleurs donc du secteur privé comme du secteur public? Non, ce n'est pas la même chose, car le droit du travail n'est pas applicable aux travailleurs du secteur public qui sont les fonctionnaires et agents de l'État, car ceux-ci sont soumis à un autre statut qu'on appelle le statut général de la fonction publique. Donc d'un côté, vous avez pour les travailleurs du secteur privé le droit du travail et de l'autre, pour les travailleurs du secteur public, le statut général de la fonction publique. Merci maître pour la précision. Je souhaite que nous allions tout de suite à la première rubrique de cette émission, mon cas pratique, pour entendre l'histoire de M. Paquito et de M. Sanlois, employés de la société Ivoire Pêche, qui sont à couteau tiré avec leur directeur général au sujet de la création d'un syndicat dans l'indite société. Suivons ensemble.
Monsieur Paquito a été embauché le 1er juillet 1975 par la société Ivoire Pêche. Son salaire mensuel est de 400 000 francs CFA. Le 2 août 2003, le bureau exécutif du tout nouveau syndicat des travailleurs de cette société, dirigé par Monsieur Paquito, secrétaire général, a communiqué au directeur général les documents suivants. Les statuts et le règlement intérieur du syndicat. Le procès verbal en date du 30 juin 2003 de l'Assemblée générale constitutive du syndicat. La liste des membres du bureau exécutif du syndicat. Le récépissé daté du 15 juillet 2003 du dépôt des statuts du syndicat à la mairie de Trècheville, commune où est implantée l'entreprise. Et l'attestation de l'affiliation du syndicat à la centrale syndicale FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. Le directeur général de la société Ivoire Pêche, après avoir pris connaissance des différents documents, a convoqué d'urgence tous les membres du bureau exécutif pour leur dire de vive voix qu'il ne veut pas entendre parler du syndicat au sein de son entreprise. En conséquence, puisque les travailleurs y ont créé leur syndicat, ils décident de licencier tous les dirigeants sans même informer l'inspecteur du travail. Cette mesure est immédiatement mise à exécution le 30 août 2003, date à laquelle chaque dirigeant du syndicat reçoit sa lettre de licenciement. Informés de la décision de leur employeur, les travailleurs de l'entreprise excédés décident de leur côté, au cours d'une assemblée générale, réunie le 31 août 2003 à 9 h, de se mettre immédiatement en grève le 2 septembre. Très tôt le matin du 2 septembre 2003, les travailleurs barricadent l'entrée de l'entreprise empêchant toute personne d'y avoir accès. Le directeur général, informé du climat malsain qui règne dans son entreprise, décide de venir s'entretenir avec les grévistes. C'est à ce moment qu'il est contraint de s'arrêter à un barrage dressé devant le portail de l'entreprise par un groupe de travailleurs grévistes dirigé par M. Sanlois, membre du bureau du syndicat. Le directeur général est extrait de force de son véhicule par les grévistes. Il est donc conduit manu militari dans une petite pièce près de la cantine où il a été enfermé de 9 h à 19 h. Il n'a pu être libéré qu'à la suite de pénibles négociations entre les grévistes, l'inspecteur du travail et des éléments de la compagnie républicaine de sécurité CRS. Au cours d'une réunion de négociation organisée à l'initiative de l'inspecteur du travail, le directeur général soutient, entre autres arguments, que le récépissé de déclaration délivré par la mairie de Trècheville n'est pas valable, car c'est à la préfecture d'Abidjan de recevoir la déclaration de création d'un syndicat. La grève est illégale parce que d'abord, elle n'est pas déclenchée par un syndicat. Ensuite, les travailleurs grévistes non seulement n'ont pas déposé de préavis de grève, mais en plus ont empêché certains travailleurs qui le désiraient d'entrer dans l'enceinte de l'entreprise et ont pris en otage le chef d'entreprise qu'il est. La réunion de négociation s'étant soldée par un échec, le directeur général a poursuivi devant le tribunal correctionnel M. Sanlois, embauché le 30 juin 1990, et les autres travailleurs qui l'ont séquestré, lesquels ont été condamnés le 15 septembre 2003 à 3 mois de prison ferme. Pendant l'incarcération de son mari, Mme Sanlois entreprend des démarches auprès de l'employeur pour que lui soit versé le salaire de son mari, afin de faire face aux charges domestiques, notamment le paiement du repas quotidien et du loyer de la maison. Après avoir vainement demandé au directeur général leur réintégration au sein de l'entreprise pour licenciement irrégulier, M. Paquito et M. Sanlois, libérés, se sont résolus le 10 janvier 2004
à poursuivre ce dernier devant le tribunal du travail qui rend sa décision le 1er février de la même année. Retour sur le plateau de l'émission Cas pratique pour analyser avec notre invité le problème de M. Paquito et de M. Sanlois, employés de la société Ivoire Pêche, en rupture de ban avec le directeur général au sujet de la création d'un syndicat au sein de cette société. Alors, maître, première question. Est-ce qu'un directeur général peut interdire à ses employés de créer un syndicat au sein de l'entreprise, comme on le voit dans le reportage? Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser juste une chose. C'est que la société Ivoire Pêche étant une société privée et que les employés de cette société sont du privé, c'est donc le droit du travail qui s'applique ici. Ça aurait été une entreprise publique avec des employés du secteur public, ce serait le statut général de la fonction publique qui entrerait en vigueur, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais non, car la naissance d'un syndicat dépend de la libre volonté des travailleurs. La liberté syndicale se définit comme la possibilité donnée par la loi à tout travailleur ou à tout employeur de se retrouver librement avec d'autres au sein d'une association appelée syndicat et qui permet à ses membres de s'aider par la solidarité à défendre leurs intérêts professionnels. Ainsi, la liberté syndicale est reconnue aussi bien aux travailleurs qu'à l'employeur. Par conséquent, le directeur général de Ivoire Pêche ne peut interdire à ses employés de créer un syndicat. Quelle autorité est-elle compétente pour recevoir la déclaration de création d'un syndicat des travailleurs? Dans notre cas, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de création du syndicat est le maire de la commune de Treichville, car c'est dans cette commune qu'est implantée l'entreprise dans laquelle travaillent Paquito, Sanlois et leurs collègues syndiqués. Bien que la naissance d'un syndicat dépende de la libre volonté des travailleurs, ceux-ci ont le devoir de porter à la connaissance de l'autorité administrative qui commande le territoire où va s'établir le syndicat l'initiative de créer un syndicat. Est-ce qu'un travailleur peut-il être licencié ou avoir son salaire suspendu pour avoir fait la grève? Prévu par la Constitution ivoirienne et repris par le Code du travail en son article 82.1 alinéa 1, le droit de grève est un droit collectif qui appartient non pas à des individus mais à un ensemble de salariés. Cependant, l'exercice du droit de grève n'est légitime que s'il est précédé d'un préavis déposé par les salariés. En plus, la grève doit être faite sans porter atteinte à la liberté du travail et sans commission d'un certain nombre de délits répressifs. Ainsi, le travailleur qui entre en grève sans observer toutes ces prescriptions légales peut être licencié ou avoir son salaire suspendu pour soit faute lourde, licenciement, soit mise à pied, suspension de salaire. Maintenant, dans le cas, par exemple, d'un employé qui a été emprisonné, est-ce que l'incarcération de ce travailleur entraîne-t-elle une simple suspension du contrat de travail? L'incarcération d'un travailleur entraîne une simple suspension du contrat de travail lorsque le motif de l'emprisonnement est étranger au service et connu de l'employeur et n'excède pas 6 mois. Il faut souligner aussi que pendant la période de détention, le travailleur est privé de son salaire. Existe-t-il d'autres situations qui peuvent entraîner la suspension du contrat de travail? Diverses situations peuvent entraîner la suspension du contrat de travail, notamment l'exécution des obligations militaires, la maternité de la femme salariée, les permissions exceptionnelles et la maladie du salarié. Maître, dans l'élément que nous venons de visionner ensemble, on nous dit clairement que Mme Sanlois demande à la direction générale de l'entreprise de lui verser le salaire de son mari emprisonné pour subvenir aux besoins de la famille. Est-il normal que cette direction bloque le salaire de ce dernier alors qu'il est incarcéré? En principe, la loi stipule que le contrat de travail est suspendu pendant la période de détention préventive du travailleur et ce dernier est privé de son salaire. De plus, la grève suspend le contrat de travail avec perte correspondante de salaire. En l'espèce, après la grève du 2 septembre 2003
et la séquestration du DG M. Sanlois et ses collaborateurs ont été condamnés à 3 mois de prison ferme le 15 septembre 2003. Le contrat de travail de M. Sanlois et de ses collaborateurs se voit donc suspendu avec perte salariale. Partant de cela, Mme Sanlois, l'épouse, ne peut donc demander à la direction de l'entreprise de lui verser le salaire de son mari incarcéré. Mais quelles conséquences juridiques peut-on tirer du licenciement de ces travailleurs-là par le directeur général de la société Ivoire Pêche? Il ressort des faits que le licenciement des travailleurs est intervenu après la création par ceux-ci d'un syndicat. De ce fait, un tel licenciement peut être, je dis bien peut-être, qualifié d'abusif parce que, en l'espèce, entravant un droit des travailleurs. Ce faisant, le directeur général s'expose à l'indemnisation des travailleurs de cette société à 3 niveaux, à savoir l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, les dommages et intérêts. Le tribunal peut-il contraindre à réintégrer dans son entreprise un travailleur irrégulièrement licencié? Nous disons non. En effet, aucun juge ne peut contraindre un employeur à réintégrer son employé dans son entreprise, même si ce dernier est irrégulièrement licencié. En cas de refus de l'employeur à réintégrer le travailleur, celui-ci, c'est-à-dire l'employeur, a obligation de payer ses droits et de le dédommager. L'employeur peut-il se voir reprocher d'avoir commis une faute lourde justifiant la rupture du contrat de travail par le travailleur? Nous répondons par l'affirmative. L'employeur peut se voir reprocher d'avoir commis une faute lourde justifiant la rupture du contrat de travail par le travailleur. Cela peut se justifier par le fait que le travailleur se sente contraint à démissionner eu égard à des irrégularités, des abus dont il est victime dans son entreprise. Nous avons par exemple le cas d'une mutation accompagnée d'une rétrogradation où l'employé refuse cette modification du contrat. Ici, son départ de l'entreprise peut être considéré comme un licenciement. Nous avons également le cas d'un employé qui part de l'entreprise après avoir refusé la diminution de son salaire liée à son contrat. Les travailleurs de n'importe quelle société doivent-ils forcément créer un syndicat pour pouvoir faire la grève? Ce qu'il faut savoir, c'est que la grève est un droit reconnu à un ensemble de salariés. On peut définir la grève comme la cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications d'ordre professionnel déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction. Dans le service public, la loi prescrit que le dépôt de préavis de grève est dévolu à une organisation syndicale. Quant au service privé, la loi ne fait aucune obligation d'être constitué en syndicat. Il suffit seulement qu'il s'agisse d'une action concertée, c'est-à-dire au moins 2 salariés. En l'espèce, les travailleurs de Ivoire Pêche, qui sont plus de 2 personnes, sont du secteur privé. Par conséquent, l'exercice de leur droit de grève n'est en aucun cas subordonné à la création d'un syndicat. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de créer un syndicat pour faire la grève. Maître Djanoué, avec votre permission, nous allons partir pour la deuxième rubrique de cette émission qui est ma question pratique. Et la question aujourd'hui est: qu'est-ce qu'un inspecteur du travail? C'est quelqu'un mis à part, moi selon moi, selon ma connaissance, c'est quelqu'un mis à part pour pouvoir un peu voir comment les travaux se passent dans une entreprise. Moi c'est tout ça, je vois la chose. Voir un peu. Quelqu'un qui va mener une enquête, voilà. Voir les conditions du travail. Pour moi, un inspecteur du travail, c'est une personne chargée de contrôler le travail d'autrui, d'une autre personne. Moi, je ne sais pas trop, pour moi, c'est celui qui est dans les coins, les restaurants, ils ont d'autres comme ça. Un inspecteur du travail, je pourrais dire que c'est quelqu'un qui vient pour savoir effectivement, comment dirais-je, savoir ce qui se passe au fait, comment les travailleurs sont traités dans une entreprise. Pour moi, un inspecteur du travail est une autorité étatique et autonome
qui est chargé de veiller à la bonne application du droit du travail dans les rapports entre l'employeur et l'employé. L'inspecteur du travail, c'est une personne qui travaille pour le compte de l'État pour régir un peu les relations de travail entre les employeurs et les employés et essayer de réglementer, de régler les litiges, la personne de ressources en fait, vers laquelle les travailleurs peuvent faire recours dans les cas de litige. L'inspecteur du travail, c'est une personne qui supervise le service qui exerce. Chez moi, un inspecteur du travail, c'est quelqu'un qui supervise soit, par exemple, sur une société, supervise une société ou bien, bon, supervise quoi, souvent. Un inspecteur du travail, je n'ai pas d'idée. Oui, j'ai beaucoup entendu parler d'un inspecteur de travail. Et je crois que pour moi, un inspecteur de travail, c'est un administrateur public chargé de faire la vérification, chargé de faire le travail de l'État au niveau des différents ministères. Ça veut dire qu'il est chargé dans un temps de faire le contrôle au niveau des agents de l'État, quand il parle des agents de l'État, des fonctionnaires, et de faire un rapport au ministre. D'accord. Vous savez même pas ce qu'il fait? Selon moi, un inspecteur du travail, c'est une personne déléguée par l'État pour veiller à la bonne marche des fonctionnaires de l'État. Inspecteur de travail, oui, puisque je viens de Daoukro, je connais l'inspecteur général actuellement du gouvernement qui vient de Daoukro, qui est M. Yannian Ougora. Ce que je sais, c'est qu'on dit l'inspecteur général vraiment, du gouvernement. Donc je suppose que certainement il inspecte un peu presque tous les ministères et autres pour voir un peu la vie des choses et orienter un peu mieux le gouvernement. Quoi. Pour un inspecteur du travail, pour moi peut-être par déduction, on peut dire quelqu'un qui se promène de service en service pour savoir le bon fonctionnement ou pas d'une dite entreprise par exemple. Je ne sais pas, peut-être c'est un peu ça qui me vient à l'esprit. Un inspecteur du travail, c'est une personne désignée par l'État pour défendre le droit des travailleurs. L'inspecteur du travail et des lois sociales est un agent assermenté de l'État chargé du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du conseil aux employeurs et aux travailleurs sur cette application et pour l'organisation des rapports sociaux dans l'entreprise, de la conciliation en cas de conflit collectif ou individuel. Enfin, l'autorisation préalable de l'inspecteur est requise pour le licenciement d'un travailleur protégé. Maintenant, on revient à nos oignons. Le patron d'une entreprise peut-il suspendre le contrat de travail d'un employé emprisonné? Oui, l'emprisonnement d'un travailleur entraîne une simple suspension du contrat de travail lorsque le motif de l'emprisonnement est étranger au service, est connu de l'employeur et n'excède pas 6 mois. Pendant la période de détention, le travailleur est privé de son salaire. Dans le cas d'un chômage technique, par exemple, l'employeur est-il tenu de maintenir une rémunération au profit du travailleur mis en chômage technique? Il faut entendre par chômage technique la suspension par l'employeur de toute ou une partie de son activité en raison de difficultés économiques graves ou d'événements imprévus relevant de la force majeure. Si tel est le cas, nous répondons non. En cas de mise en chômage technique, l'employeur, selon la loi, n'est pas tenu de maintenir une rémunération au travailleur. Article 15, 9 alinéa 4. Cependant, des compensations salariales, la plupart du temps, sont proposées aux salariés. Dans l'article 15, 11 alinéa 2. On a parlé d'indemnité de licenciement tout à l'heure. À quelles conditions le travailleur qui a été licencié peut se trouver privé de son indemnité de licenciement? La loi dit que le travailleur licencié se trouve privé de l'indemnité de licenciement lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas respectée.
Le salarié doit être lié à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, en abrégé CDI. Le salarié doit compter 1 an de service effectif dans l'entreprise. Le salarié ne doit pas avoir commis une faute lourde ayant provoqué la rupture du contrat. Hormis tout cela, il a droit à des indemnités en cas de licenciement. Concernant le cas des délégués du personnel d'une entreprise, d'aucuns affirment que le licenciement est soumis à condition. Quelle est la condition du licenciement d'un délégué du personnel dans ce cas? Il faut savoir que le licenciement est perçu comme la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par la volonté de l'employeur. En ce qui concerne le délégué du personnel, son licenciement est conditionné par l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Mais en cas de faute lourde, une mise à pied provisoire avec effet immédiat est accordée à l'employeur en attendant la décision de l'inspecteur du travail. Maître, quelle est la sanction du non-respect de cette condition? Le non-respect de cette procédure entraîne la nullité du licenciement, ce qui suppose que le délégué du personnel est réintégré dans l'entreprise pour y assurer ses fonctions de salarié et de délégué du personnel. Maître, je vous invite à faire une pause car c'est le moment de la page publicitaire de l'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Retour sur le plateau de notre émission Cas pratique après la page publicitaire avec notre invité Maître Djangoui. Alors Maître, pouvons-nous connaître les critères exigés pour être candidat au poste de délégué du personnel? La loi dit que pour prétendre être candidat au poste de délégué de personnel, il faut au préalable remplir les conditions requises pour être électeur, à savoir être un travailleur âgé de 18 ans accompli, avoir au moins 6 mois d'ancienneté. Ensuite, étant électeur, il faut être âgé de 21 ans révolus. Être citoyen ivoirien sachant s'exprimer en français. Avoir travaillé sans interruption pendant 12 mois, au moins au sein de la même entreprise. Il conviendrait de préciser que ne sont éligibles pour une catégorie de personnel que les travailleurs inscrits comme électeurs dans une même catégorie. Par exemple, un ouvrier inscrit comme électeur ne peut être candidat dans le collège des cadres. De même qu'un cadre ne peut être candidat dans le collège électoral des ouvriers. Maître, pouvons-nous aborder maintenant la question de la maladie du travailleur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 2 sortes de maladies du travailleur. La maladie professionnelle et la maladie non professionnelle. Parlons de maladie non professionnelle. La loi dit que lorsqu'un salarié est malade et que sa maladie est dûment constatée par un médecin agréé, son contrat de travail est alors suspendu pour une durée maximum de 6 mois. Ce qui veut dire implicitement qu'il y a rupture de son contrat de travail ou encore que le travailleur est licencié dès que ce délai de 6 mois expire. L'exception peut être faite si le travailleur n'a pas été remplacé. Mais selon la convention collective, ce délai varie selon l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise. Pour les travailleurs ayant plus de 5 ans à 20 ans de service, le délai est porté à 8 mois. Pour les travailleurs totalisant plus de 20 ans de service, le délai est porté à 10 mois. Concernant la maladie professionnelle ou accident de travail, la loi stipule que lorsque l'indisponibilité du travailleur est due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il ne peut y avoir de licenciement, quelle que soit la durée de cette indisponibilité. Si après guérison ou consolidation de sa blessure, le travailleur n'est plus en mesure de reprendre et assurer son service dans des conditions normales, l'employeur doit le reclasser dans un autre emploi. Ainsi, le salarié malade ou accidenté peut être remplacé provisoirement. Il perçoit donc pendant la période de suspension de son contrat de travail une allocation
dont le montant varie en fonction de son ancienneté et de sa catégorie professionnelle. Un travailleur devenu impotent à la suite d'un accident de travail peut-il être licencié par son employeur? Non, un travailleur devenu impotent à la suite d'un accident ne peut être licencié par son employeur, car il est dit que lorsque l'indisponibilité du travailleur est due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il ne peut y avoir de licenciement, quelle que soit la durée de cette indisponibilité. Et même après consolidation de sa blessure ou guérison de sa maladie, si le travailleur n'est plus en mesure de reprendre et assurer son service dans les conditions normales, l'employeur doit le reclasser dans un autre emploi. Maître, je vous invite, vous et les téléspectateurs, à découvrir ensemble une institution juridique méconnue du grand public, mais qui rend d'énormes services en Côte d'Ivoire. C'est maintenant la troisième et dernière rubrique de cette émission, ma visite pratique. Dans la commune de Cocody, sur l'axe entre le carrefour de la Riviera 3 et celui de la Riviera Bonoumé, se trouve une institution qui fait la promotion du droit. C'est le Centre international pour le développement du droit en abrégé, CIDD. Anciennement dénommé AIDD, Association ivoirienne pour le développement du droit, créée le 23 mars 1993, l'AIDD va changer de dénomination officiellement le 10 septembre 2008 pour devenir le CIDD. Monsieur Alfred Kouassi, secrétaire général, nous renseigne sur les missions de ce centre. Remarquons que l'association, qui est le Centre international pour le développement du droit, eh bien, a différentes missions. Mission de formation, et c'est dans ce cadre-là que les professionnels du monde de la justice, justement, étaient formés. A aussi une mission de publication, dans la documentation, et vous connaissez certainement quelques revues publiées par l'association. Voilà un peu les axes d'orientation du Centre international pour le développement du droit. Ce centre a pour vocation, comme le secrétaire général l'a indiqué, la formation de qualité, la recherche de haut niveau et la documentation appropriée dans tous les domaines du droit pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de ces activités de formation, le CIDD a créé une université, l'Université des Lagunes. Conformément aux dispositions arrêtées en la matière par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ivoirien, l'Université des Lagunes a déjà mis en œuvre le système LMD, licence, master et doctorat. Dans sa quête de vulgarisation et de promotion du droit, le centre met à la disposition des étudiants, des professionnels du droit et du citoyen lambda des publications telles que les revues Actualités juridiques sous 2 éditions, l'édition générale et l'édition Droit économique, la revue Droit bancaire et financier, le bulletin d'information civique Civitas. Dans sa qualité d'association scientifique, le CIDD, Centre international pour le développement du droit, est constitué de différents organes, entre autres une assemblée générale, une commission de contrôle des finances, un bureau et un conseil d'administration. Ce conseil est dirigé par un président et 2 vice-présidents. Pour le
message de fin, j'aimerais l'adresser en premier lieu aux étudiants, pour ne pas dire aux futurs bacheliers. L'Université des Lagunes a ouvert pour eux, c'est leur maison, c'est leur université. Nous les attendons pour qu'ensemble nous puissions nous former, nous puissions nous préparer pour faire face aux défis à venir que notre pays nous demande de relever. Retour sur le plateau de notre émission Cas pratique, chers téléspectateurs, avec notre invité, Maître Djanoué. Maître, pouvez-vous nous parler des obligations de l'employeur envers le salarié et envers l'État? La loi dit que l'employeur doit payer le salaire et ses compléments aux travailleurs, car le contrat de travail est un contrat à titre onéreux qui donne aux salariés le droit à une rémunération. L'employeur doit garantir la santé et la sécurité du travailleur, notamment en le déclarant à la Caisse nationale de prévoyance sociale, en abrégé CNPS. L'employeur doit fournir aux salariés le travail convenu au lieu convenu. L'employeur ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat, sauf en cas d'urgence ou de péril et pour une tâche temporaire. Voilà ce que dit la loi par rapport aux obligations de l'employeur envers le salarié. Concernant les obligations de l'employeur envers l'État, la loi dit que la formation du contrat de travail impose à l'employeur 3 types d'obligations à l'égard de l'État. Il s'agit de la déclaration d'entreprise, la déclaration de la situation de la main-d'œuvre, la tenue du registre d'employeur. Alors, la déclaration d'entreprise. L'employeur doit déclarer à la création de son entreprise ses employés à l'inspection du travail et des lois sociales. Les personnes employant du personnel domestique ou des gens de maison sont tenues d'en faire la déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale. La déclaration de la situation de la main-d'œuvre. Tout chef d'entreprise soumis à la déclaration d'entreprise doit fournir avant le 31 janvier de chaque année une déclaration de la main-d'œuvre qu'il utilise. Cette déclaration couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente. La tenue du registre d'employeur. L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre appelé registre d'employeur. Ce registre contient notamment les renseignements concernant les personnes et le contrat des travailleurs occupés dans l'établissement, le salaire et le travail effectué, les visas, mises en demeure et observations apposées par l'inspecteur du travail et des lois sociales. Voici en clair les obligations de l'employeur envers le salarié et envers l'État. Maître Djanoué, nous sommes à la fin de cette émission. Dernière question. Est-ce que des enseignants de l'enseignement supérieur ou secondaire, par exemple, en grève, sont-ils tenus d'accomplir un service minimum? Autrement dit, quels sont les services qui sont tenus d'avoir un service minimum en cas de grève? En cas de grève dans l'enseignement secondaire, les enseignants ne sont pas tenus d'accomplir un service minimum. Les corporations qui sont tenues d'accomplir un service minimum sont la santé, la communication, les services de salubrité publique. Merci, maître. Merci à vous, monsieur Christian Glamou, à toute l'équipe de production de l'émission, Cas pratique et tous ceux qui ont soif d'informations sur le droit. Nul n'est censé ignorer la loi, a-t-on coutume de le dire. C'est la raison pour laquelle, chers téléspectateurs, nous avons décidé de produire pour vous cette émission, ce magazine juridique intitulé Cas pratique, pour que vous puissiez vous informer. Et pour ce premier numéro de Cas pratique, nous sommes allés à la rencontre de Maître Djanoué Baïfen Dalou, avocate au barreau d'Abidjan, spécialiste du droit du travail. Et c'est d'ailleurs en cette qualité d'expert du droit du travail qu'elle est intervenue aujourd'hui dans ce premier numéro de Cas pratique.
Capratique.aviso.ci, c'est notre site internet. Vous pouvez télécharger cette émission et nous envoyer vos impressions, vos questions, vos suggestions à travers notre adresse email et via nos différents réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran. La semaine prochaine, ce sera au tour d'un autre spécialiste du droit de traiter le cas pratique de la famille Gros-Cœur, qui refuse de payer les frais d'hospitalisation de mademoiselle Gentille, leur domestique, qui a eu un accident de travail au domicile alors qu'elle allumait le feu de charbon pour la préparation du repas du soir. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de Cas pratique. Salut! Pour rentrer à. Et puis tu viens t'asseoir. Les travailleurs de n'importe quelle société doivent-ils forcément créer un syndicat pour avoir fait la grève? Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans votre magazine juridique hebdomadaire. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous entre 21h. Je ne vois pas. Après, j'espère que vous aurez au moins